Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Adriana Lazarescu et je suis gastro-entérologue à l'Université de l'Alberta à Edmonton au Canada. Cette série de podcasts a pour but de discuter des pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Aujourd'hui, ma co-hôte, Dr Alicia Demers-Leblanc, est avec moi dans les studios de Gastro 101. Bonjour Alicia. Allô Adriana. Alors, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, dans les dernières semaines, nous avons parlé de l'achalasie, qui est une pathologie de la motilité de l'œsophage. Son diagnostic est fait à l'aide de la manométrie œsophagienne et je pense donc qu'il serait utile de comprendre un peu mieux comment ce test est effectué ainsi que ses principales indications et contre-indications. Bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'une manométrie œsophagienne? La manométrie œsophagienne est un test qui évalue les pressions de l'œsophage en réponse à la déglutition. Ceci est fait à l'aide d'un tube intégrant plusieurs capteurs de pression. Ce tube est inséré dans le nez, descend dans l'œsophage, puis passe à travers le sphincter œsophagien inférieur jusque dans l'estomac. Nous demandons ensuite au patient d'avaler des gorgées d'eau et nous mesurons les pressions de l'œsophage qui en résultent. Sur cette image, vous pouvez voir comment la motilité était mesurée avant l'avènement de la manométrie haute résolution, avec un cathéter intégrant 5 ou 6 capteurs de pression seulement. Les pressions étaient mesurées à ces niveaux dans l'œsophage, ainsi qu'au niveau du sphincter œsophagien inférieur. Vous pouvez voir qu'il y a un désavantage avec cette méthode. Plus précisément, il y a des espaces importants entre les capteurs de pression, engendrant un manque d'informations significatif sur le comportement global de l'œsophage. J'imagine que comme le reste de la technologie, l'équipement a évolué depuis ce temps. Heureusement, nous avons maintenant la manométrie œsophagienne haute résolution. Sur cette image, vous pouvez voir un cathéter de manométrie haute résolution avec 36 capteurs de pression. Ceci génère beaucoup plus de données et une bien meilleure description des pressions de l'œsophage. Ainsi, les graphiques linéaires générés par la manométrie œsophagienne par le passé ont été remplacés par des schémas spatio-temporels. Ce schéma ressemble un peu à une carte météo. En effet, vous pouvez voir sur cette diapositive l'image classique générée à l'aide de la manométrie œsophagienne haute résolution. Avec cette représentation, les pressions sont illustrées avec des couleurs. Donc, plus la couleur est intense, de bleu, vert, jaune, rouge, jusqu'à mauve, plus la pression est élevée. Quel genre de paramètres peuvent être mesurés à l'aide de la manométrie de l'œsophage haute résolution? Avec cette technique, nous obtenons des résultats très précis sur la pression du sphincter œsophagien inférieur au repos, ainsi que sur sa capacité à se relaxer en réponse à une déglutition, représentée ici par la bande de pression située en bas de l'image. Nous pouvons aussi évaluer s'il y a présence de péristaltisme et si celui-ci est normal. Par péristaltisme, je veux dire la contraction séquentielle de l'œsophage proximal jusqu'au sphincter œsophagien inférieur. Par le fait même, on peut calculer la vitesse de propagation de la contraction péristaltique ainsi que son amplitude. Nous évaluons aussi s'il y a présence de spasme de l'œsophage. Quelles sont les indications principales de faire une manométrie œsophagienne? L'indication la plus fréquente est l'évaluation de patients présentant de la dysphagie qui semble venir d'un trouble moteur de l'œsophage après avoir éliminé une cause mécanique. La manométrie peut aussi s'avérer utile pour l'évaluation de douleurs thoraciques non cardiaques. De plus, nous l'utilisons afin de localiser le sphincter œsophagien inférieur avant l'installation de différents appareils comme une sonde Bravo ou un cathéter de pH-métrie œsophagienne de 24 heures. Nous discuterons de ces appareils plus en détail dans des prochains podcasts portant sur le reflux gastro-œsophagien. Il est aussi important de faire une manométrie en préopératoire de chirurgie anti-reflux afin d'éliminer l'achalasie ou autres troubles moteurs significatifs. Enfin, la manométrie peut être effectuée selon un protocole particulier pour évaluer la présence d'un syndrome de rumination ou d'un désordre de l'éructation. Y a-t-il des contre-indications à faire une manométrie de l'œsophage? Les seules contre-indications à ce test sont l'altération de l'état de conscience, un patient qui ne comprend pas les instructions et une obstruction pharyngène ou œsophagienne connue ou suspectée.
Même si ce ne sont pas des contre-indications absolues, il peut aussi être plus difficile de faire la procédure si le patient a eu des fractures du nez dans le passé ou s'il présente une déviation du septum, car il est plus difficile d'insérer le cathéter au niveau du nez. Ce test devrait aussi être effectué avec prudence chez les patients connus pour des sténoses ou des diverticules œsophagiens. Dans ces cas, une installation du cathéter sous guidage endoscopique peut être nécessaire. Concrètement, comment est pratiqué ce test? Bonne question. D'abord, le patient doit être à jeun au moins 4 heures précédant le test. Ensuite, nous procédons à l'anesthésie locale du nez avec un gel de lidocaïne. Le cathéter de manométrie est par la suite inséré au niveau du nez et descendu dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Une fois le cathéter en place, le patient est installé en décubitus dorsal. Après une période d'adaptation d'1 minute, l'enregistrement commence. Les pressions au repos sont d'abord mesurées pendant 30 secondes alors que le patient n'avale pas. Puis, on demande au patient d'avaler 10 gorgées de 5 ml d'eau à intervalles de 30 secondes chacune. Alicia, personne n'avale comme ça. Une déglutition toutes les 30 secondes. Pourquoi autant de temps entre chaque gorgée? Si les déglutitions sont effectuées trop près l'une de l'autre, le péristaltisme de la gorgée précédente peut être inhibé. C'est ce qu'on appelle l'inhibition déglutitive. L'étape suivante est une manœuvre appelée gorgée rapide multiple, en anglais Multiple Rapid Swallows. Dans cette séquence, le patient doit avaler 5 gorgées de 2 ml d'eau à intervalles de 2 à 3 secondes. Le but de cette manœuvre est d'évaluer 2 choses en particulier. La première est l'inhibition déglutitive et la deuxième est la capacité de l'œsophage à se contracter normalement après s'être inhibé. Après cette étape, le patient est placé en position verticale et 5 gorgées individuelles supplémentaires de 5 ml sont administrées, encore une fois à intervalles de 30 secondes. Ensuite, une dernière manœuvre appelée en anglais Rapid Drink Challenge ou RDC est effectuée. Durant celle-ci, le patient doit boire le plus rapidement possible 200 ml d'eau à l'aide d'une paille. Cette séquence a pour but d'évaluer l'inhibition complète du sphincter œsophagien inférieur. Enfin, selon la pertinence clinique, des gorgées de liquide visqueux ou de solide peuvent aussi être administrées. J'ai entendu dire que l'impédance peut être ajoutée au tracé de manométrie. Sur quelle information peut-elle nous renseigner? L'impédance nous donne de l'information sur le transit alimentaire dans l'œsophage. Parfait. Maintenant que l'on sait comment est effectuée une manométrie, quel genre de diagnostic peut-on poser à l'aide de ce test? Il y a un large éventail de désordres de la motilité œsophagienne qui peuvent être détectés avec cette procédure. Permettez-moi de vous montrer quelques diapositives illustrant certains de ceux-ci. À noter que nous aborderons plus en détail l'évaluation des différents désordres de la motilité évalués par manométrie œsophagienne dans de prochains podcasts. En voici tout de même un survol. Dans cette diapositive, on peut voir un patient ayant une faible pression du sphincter œsophagien inférieur au repos. Vous pouvez voir la bande de pression au bas de l'image qui est très peu intense, variant de la couleur verte à bleue, signifiant une basse pression. Dans cette diapositive, nous voyons un patient atteint d'achalasie. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de relaxation du sphincter œsophagien inférieur, ni de péristaltisme en réponse à la déglutition. Soit dit en passant, nous avons discuté de la présentation clinique, du diagnostic et du traitement de l'achalasie dans 2 podcasts dédiés à celle-ci, si jamais nos auditeurs sont intéressés à y jeter un coup d'œil. Dans cette diapositive, nous voyons un patient présentant ce que l'on appelle une motilité œsophagienne inefficace, que l'on diagnostique lorsque le péristaltisme œsophagien est globalement de faible amplitude. Une autre trouvaille que l'on peut visualiser à l'aide de la manométrie est la contractilité absente. Ceci peut parfois être retrouvé en sclérodermie et est caractérisé, comme vous l'aurez deviné, par une absence complète de contraction œsophagienne. Voici un exemple de spasme de l'œsophage distal, une contraction précoce de l'œsophage en réponse à la déglutition. Ce diagnostic peut parfois être associé à de la dysphagie ou à des douleurs thoraciques. Dans cette diapositive, vous voyez un exemple d'œsophage hypercontractile où l'amplitude de la contraction œsophagienne est très élevée. Ces patients se présentent aussi avec de la dysphagie
ou des douleurs thoraciques. Merci Alicia pour cette description de la manométrie œsophagienne. J'espère que ce podcast aura été utile à nos auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gastro 101 qui approfondira les concepts de base de la manométrie appris aujourd'hui. À la prochaine!